Ça marche, oui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci à Michel Agier de son invitation à animer cette table ronde d'ouverture qui promet d'être passionnante. Donc, nous allons traiter donc des approches transnationales et je commence par reprendre une définition qui nous est proposée par Nancy Green, les approches transnationales et du transnationalisme à la fois comme perspective, concept et agenda de recherche. Donc des approches qui, comme vous le savez, se sont diffusées dans différents contextes disciplinaires et géographiques au cours des années 90 pour constituer au sein des études migratoires un champ d'études. Certains auteurs ont ainsi identifié un tournant transnational, un changement de paradigme, je reprends les mots de Janine Deinden, ou encore, pour reprendre Nancy Green, un moment transnational. En France d'ailleurs, et parmi elles et eux de nombreux chercheurs et chercheuses de l'ICM, la recherche, ils ont été nombreux à participer à ce développement du champ depuis les années 90. Et il me semble qu'il convient de mentionner que ce champ recoupe, alors Michel en a déjà parlé en partie, ce champ recoupe à la fois celui de, on y reviendra, l'histoire transnationale en général, l'anthropologie globale, mais aussi d'autres approches des migrations comme la question des circulations ou encore des diasporas. Et on aura l'occasion d'y revenir au fil de la journée. Donc évidemment, les apports de ces travaux furent nombreux, et si je devais en retenir qu'un seul, je reviendrai, comme l'a fait Michel, sur la critique du nationalisme méthodologique, qui a permis d'enflammer l'imaginaire théorique, méthodologique de toute une génération de chercheuses et de chercheurs, en modifiant nos rapports au terrain, aux sources et aux objets de recherche. Mais les critiques du transnational furent à la mesure de l'enthousiasme suscité par de telles recherches. Et ici, on peut distinguer différents types de critiques, des critiques, disons, externes. Je suis contre le transnational, qui ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui, et des critiques peut-être plus constructives, internes au champ, ou en tout cas qui proposaient à la fois une réflexion sur le transnational, mais qui en pointaient également les limites, les apories, tout en reconnaissant que cette approche pouvait être pertinente si appliquée à certaines situations. Et les deux auteurs que nous accueillons aujourd'hui participent de cette réflexion sur le transnational, une réflexion extrêmement stimulante. Ils ont chacun à leur manière développé une forme de pragmatisme, me semble-t-il, vis-à-vis de ces approches. Donc il n'y a pas de sanctuarisation du transnational dans leurs travaux, mais au contraire, ils en éprouvent le caractère à la fois heuristique et les limites. Donc, nous allons aborder avec eux la façon dont le transnational leur a permis, l'approche transnationale, de travailler leurs thèmes et objets de recherche, et en même temps la façon dont ils ont mené cette réflexion sur les limites du transnational. Donc, je les présente, même si on les présente plus, mais bon. Donc, Nancy Green, elle est donc directrice d'études à l'EHESS, membre du Centre de recherche historique. C'est une spécialiste de l'histoire du genre, de l'histoire comparée, des migrations, de l'histoire transnationale, l'histoire sociale de la France et des États-Unis. Elle a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels donc The Limits of Transnationalism, dont on va parler aujourd'hui justement, et puis récemment également avec Roger Waldinger, A Century of Transnationalism, Immigrants and Their Homeland Connections. Plusieurs publications sur les Américains à Paris, et peut-être que je mentionnerai aussi, alors ces travaux, on connaît ces travaux sur les travailleurs immigrés dans la confection à Paris au tournant du XXe siècle, et puis aussi un ouvrage important, Repenser les migrations, paru au PUF en 2002, où elle applique justement la méthode de l'histoire comparative à l'étude des migrations. Alessandro Monsuti, donc, est anthropologue social, enseignant à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, et il est
connu pour son travail sur l'immigration afghane. Il a mené de nombreux terrains ethnographiques en Afghanistan, en Iran, au Pakistan. Il s'intéresse à l'économie politique de la reconstruction en Afghanistan, comme exemple des formes émergences de souveraineté et de gouvernance mondiale ou transnationale, on en reparlera, aux demandeurs d'asile et réfugiés en Europe, aux migrants et non-migrants dans les quartiers urbains et à la nature changeante des zones frontalières. Et parmi ses publications, Guerre et migration, réseaux sociaux et stratégie économique des Hazaras d'Afghanistan, paru en 2004, et plus récemment La planète des Afghans, au PUF également, 2018, Homo itinérance, qui nous propose une vision assez englobante de la question transnationale, donc qui ne se limite pas en fait à la question des Afghans, mais à l'Afghanistan. Et je pense qu'on y reviendra, c'est un des aspects très importants, à mon avis, de son travail. Je citerai simplement un tout petit paragraphe. Homo itinérance, ce sont les Afghans qui migrent de par le monde, les expatriés qui circulent d'une crise à l'autre, le chercheur qui passe d'un village de montagne à un camp de réfugiés, puis au bureau d'une agence onusienne. Tous évoluent dans le monde présent, tous développent des liens transnationaux, tous franchissent des frontières et acquièrent ce cosmopolitisme ordinaire qui devient la condition du plus grand nombre, selon Michel Agier. Donc j'en viens aux questions que je souhaitais vous poser. Et en premier lieu, donc là, ce sera un échange en 3 temps, si on y arrive, si on arrive à tenir les temps. Donc en premier lieu, je voulais vous interroger sur justement ce moment transnational et ce que ce moment transnational avait fait à vos pratiques de recherche. Donc, je demanderai d'abord à Nancy comment elle en est venue à rencontrer le transnational et les approches transnationales dans ses travaux et ce que ça a impliqué pour tes sujets, tes terrains, ton rapport aux sources et aux méthodes. Et puis, je reposerai la même question à Alessandro après. Merci. Merci Camille, merci aux organisateurs, merci à l'Institut d'avoir organisé cette journée. Quand j'ai pensé le terme moment transnational, en fait, il y a un double sens sans doute. L'un de la actualité ou des dernières années, des dernières décennies, d'une espèce de mouvement fébrile et ce qu'on appelle par ailleurs le mobility turn, donc le tournant aussi de la mobilité. Mais il y a aussi ce que je pense on va plus peut-être discuter aujourd'hui, c'est le moment où les chercheurs s'en sont emparés de cela. Michel Agier a dit tout à l'heure, il a parlé de politique d'un côté et de théorique de l'autre. Parfois, moi, en tant qu'historienne, je fais la distinction entre histoire des phénomènes transnationaux et l'historiographie sur le phénomène transnational. Et ce qui est clair, c'est que nous l'avons découvert. Donc, il y a une espèce de sens de découverte depuis les débuts des années 90. Et donc, or, il y a des usages antérieurs. Il y a l'article dans le dictionnaire sur le transnational de Pierre-Yves Saunier et Akira Irié. L'article de Saunier retrace les usages précédente du transnational. Et aussi, ce qui pourrait intéresser le département policy, qu'il y a un usage politiste qui est assez tôt, dans les années 70, 80, 70 même. Mais j'ai cherché et j'ai vu la discussion, pourquoi en fait les politistes l'ont laissé tomber. Bon, on peut en revenir. Mais donc après, il y a eu une resurgence, enfin, lu par une historienne des migrations, qu'il y a eu une résurgence du concept début des années 90 et notamment à travers les articles de Glick-Schiller, Bache et Blanc-Zanten, que moi je cite pour l'ouvrage qu'ils ont édité, suivant un colloque qui date de 1992. Donc ensuite, il y a l'article dans la revue anthropologique en 95. Donc moi, je date le début, la découverte de 1992 à peu près. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était à la fois dans les domaines complètement distincts. Il y avait les anthropologues et de l'immigration, Glick-Schiller et compagnie, qui déclaraient
une nouveauté. Il y avait aussi un américaniste, en fait un Australien qui travaille sur les États-Unis, donc américaniste par son sujet, qui a aussi commencé à parler du transnational et l'importance d'avoir une réflexion transnationale sur l'histoire des États-Unis. Donc une internationalisation de l'histoire qui n'avait rien à voir en particulier avec les migrations. Donc il y a une espèce de déclamation d'une nouveauté historiographique qui correspond à une période où on pense avoir vu effectivement il y avait effectivement un surgissement de mobilité, bien que, et ça rejoint quelque chose qui a été dit tout à l'heure par Michel, il y avait aussi à l'époque Harry Zollberg qui me disait oui, mais en fait c'est aussi des chercheurs qui voyagent partout et donc ils voient le transnationalisme dans leurs propres pratiques et donc il y avait une cohérence ou une convergence entre l'aspect historique et l'aspect historiographique, enfin ou l'actualité et la réflexion là-dessus. Ceci dit, il va avoir je dirais aussi, ce qui est formidable, c'est le mot. C'est bien quand on trouve un mot-clé qui marche. C'est vrai que le mot, tout de suite, semblait être compréhensible pour tout le monde et utile dans les différentes disciplines. On peut revenir sur les disciplines peut-être après. Donc, nouveauté, sens de découverte, en mettant l'accent sur les connexions, sur la mobilité et sur les circulations. Ceci dit, j'ai toujours pensé qu'il faut quand même regarder le contexte historique et le contexte historique de la découverte historiographique, c'est-à-dire la découverte de cette notion et son usage. Donc on sait, ça a été rappelé tout à l'heure, qu'il y a une espèce de croissance de discours sur la globalisation. Je pense qu'Alessandro, dans son article, a appelé le global blabla ou quelque chose, enfin en citant, voilà. Donc il y a quand même on peut même le montrer sans doute par les graphiques de Ngram, leur surgence, enfin l'arrivée de tout ce qui concerne des formes de globalisation. Et donc moi aussi je situe l'arrivée du concept transnational dans nos disciplines dans un triple moment où dans les années 80 il y a il y a une globalisation économique néolibérale et qui est des années Reagan, des années Thatcher. Donc il y a un discours sur la globalisation économique. À la fin de la décennie, il y a la fin de l'Union soviétique et donc l'idée qu'il y avait donc maintenant il y avait les possibilités aussi de mouvement des biens et des hommes de manière aussi néolibérale. Et donc il y avait deux éléments qui étaient des éléments, si on peut dire, historiques, dans lesquels il faut que nous situions nos propres pratiques parce que ça vient pas de nulle part et on est effectivement ancré là-dedans. Je cite souvent un article dans le Journal of Modern History de Michael Lang, L-A-N-G, qui trace l'arrivée de ce discours à cette époque-là. Le troisième élément, outre le néolibéralisme économique et le phénomène politique de la fin de l'Union soviétique, et que dans cette période, il y avait effectivement une discussion sur la fin des États-nations en disant que maintenant, il va y avoir la mobilité, le transnational va pouvoir circuler partout. L'ironie peut-être, c'est que quand même la fin de l'Union soviétique a créé pas mal de nouveaux nations, États-nations. Mais l'idée qu'il y aurait quand même maintenant une facilité de cela était très prenant. Même chez les historiens, j'ai assisté à des réunions où les historiens avaient l'air de se demander si on pouvait encore travailler même sur l'État-nation. Ça, c'était dans les années 90. Donc, il y avait une telle notion du transnational qu'on doutait même de la pertinence des phénomènes historiques, quand même, qui sont historiquement étudiables, je dirais. Mais le troisième contexte, pour moi, outre l'économique et le politique, c'est bien l'épistémologique et que c'est la transformation ou la fin du structuralisme et l'arrivée d'un accent sur le post-structuralisme, sur la gentillesse
subjectivité sur les individus et sur le retour du sujet, parce qu'on va le voir même dans les types d'écriture sur le transnational, on va voir parfois ce qui est formidable d'ailleurs, de trouver des agents, comment ils ont pu agir, comment les gens peuvent voyager, comment les gens peuvent changer de pays, garder des choses, rester en contact, faire des allers-retours, etc. Donc il y a ce triple aspect de ce moment transnational pour moi que je pense est important, et ça rejoint ce que d'autres, Alessandro aussi a vu certaines des mêmes choses, et Michel en a parlé tout à l'heure. Et je sais bien que Camille on est aussi très dans cette veine. Donc, on pourrait dire un mot peut-être des disciplines, parce que dès le début de la découverte du transnationalisme, les historiens des migrations ont dit, mais quoi de neuf? On a étudié les mouvements migratoires du 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, je vous signale, les historiens de toutes les époques battent en brèche la notion d'une période antérieure qui aurait été sédentaire face à une modernité mobile, puisque maintenant, c'est les historiens de l'époque moderne, les historiens du Moyen-Âge, les historiens de l'Antiquité, ce sont tous rués aussi vers le transnational, et on cherchait, on trouvait et on mis à jour des connexions qu'on avait négligées jusqu'alors. Et c'est là où peut-être je pourrais parler plus sur l'impact de cette découverte sur nos méthodes en tant qu'historien. Donc, notre première réaction, c'est que c'est pas nouveau, ça existe. Ça existait, on a déjà étudié. Mais en même temps, le terme a eu, je pense, une espèce d'impulsion chez les historiens aussi. Maintenant, le terme est, je pense, dans beaucoup de disciplines, le terme est parfois utilisé de manière interchangeable avec migration. Où diaspora effectivement est moins utilisé, il y a eu son moment de gloire, mais il y a des mots qui deviennent un peu interchangeables, qui sont utilisés comme cela. Mais même pour les historiens des migrations, ce qui je pense, une impulsion qui est arrivée par le transnational, c'était de revenir à nos mêmes sources, de confirmer que le transnational existait avant, et donc justement le livre avec Roger Waldinger était pour montrer qu'il y avait une histoire du transnationalisme et une histoire aussi des contraintes, des limites, à la limite. Enfin, on n'a pas utilisé ça dans le titre, mais donc pour les historiens, on a pu revenir même sur nos sources avec de nouvelles questions. Et c'est ça l'intérêt de ces tournants répétés. Enfin, il y a toujours des tournants, il semblerait, dans toutes les disciplines, dans toutes nos recherches, et que ce tournant-là a permis, parfois c'est un peu, il faut avoir un tournant, il faut montrer que c'est nouveau, enfin ça fait partie de notre métier de dire que ce qu'on étudie est neuf. Bon, donc passons, parce que je suis toujours un peu sceptique. Pas que tout n'est pas neuf, mais simplement c'est la façon dont il faut qu'on présente certaines choses qui parfois, à mon avis, montent en puissance, quelque chose qu'on pourrait être un peu plus humble en faisant référence à ce qui précède. C'est l'historienne peut-être qui parle. Mais on a trouvé que si l'histoire du transnational ancien, il y avait du neuf possible en re-regardant nos sources, et que là, pour le coup, Glickschiller et compagnie ont tracé ce qui étaient les tendances dans l'histoire des migrations avant de mettre l'accent sur l'assimilation ou l'ethnicité. On peut revenir là-dessus, ces termes très américains. Mais quand on cherchait l'assimilation, on l'a trouvé. Quand on a cherché l'ethnicité, on l'a trouvé. C'est ça la fonction de nos pratiques de paradigme, plus que pour moi que de dire voilà, ça c'est la vérité. C'est que chaque étape, chaque nouvel questionnement apporte des questions qu'on peut apporter même à des sources antérieures. Donc pour les historiens, on a commencé à chercher le transnationalisme de notre façon, et on l'a trouvé aussi. On a pu, avec même des mêmes sources, ou peut-être avant, on montrait les communautés en formation, l'assimilation en train de se faire, l'ethnicité s'organisant dans les groupes. Et on a trouvé qu'il y avait, et il maintenait, ce qu'on savait, mais on n'avait pas mis l'accent là-dessus, des connexions constantes avec le pays d'origine. Il y avait beaucoup de mobilité, beaucoup plus de mobilité qu'on avait, sur lequel on avait
pas mis tant l'accent avant. Donc, nouvelles sources aussi, en regardant les pays d'émigration, les pays de départ, pour aussi voir quels sont les éléments qui peuvent encourager ou décourager à différents moments le transnational. Donc, on a trouvé aussi des nouvelles figures. Donc, il y a pas mal de livres qui sont sur les individus, les sujets qui sont des go-betweens, qui sont des intermédiaires, qui sont des traducteurs, par exemple. Donc, des personnages aussi clés qui ont toujours existé, mais maintenant, on met plus en avant et de montrer aussi des cas exemplaires des gens qui ont, depuis les temps anciens, fait les allers-retours, fait des circulations, fait des connexions. Ça a existé avant, ça continue à exister, mais on peut parfois questionner le moment dans lequel on le découvre et qu'est-ce qu'on oublie en mettant tellement l'accent là-dessus. Et peut-être on reviendrait là-dessus après. Merci Nancy. Oui, effectivement, on y reviendra et peut-être aussi à travers les histoires de migrantes et de migrants, de aisés américains en France à la fin du 19e, au début du 20e siècle que tu évoques dans Limits of Transnationalism, qui sont vraiment très parlantes. Donc, je passe la parole à Alessandro. Donc, comment as-tu rencontré le transnational et comment ça a affecté tes pratiques de recherche? Merci. Donc, le micro s'enclenche automatiquement, sauf erreur. Tout d'abord, laissez-moi commencer par les rituels remerciements, qui, même s'ils sont rituels, sont sincères, envers Michel Agier, qui a toujours été extrêmement généreux à mon égard. Et c'est un grand plaisir que d'être avec vous aujourd'hui, envers Camille Schmoll, bien sûr, qui anime cette session. J'insiste... Et je voudrais aussi dire à quel point je me sens intimidé d'être aux côtés de Nancy Green, une auteure que je lis depuis des années et qui m'a beaucoup inspiré, un monument quand même, je crois, des sciences sociales franco-américaines. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de modestie que je marche derrière ses pas. Je voudrais aussi avoir une pensée initiale à notre collègue Fariba Adelkha, collègue franco-iranienne qui est emprisonnée depuis bientôt 2 ans, dans son pays d'origine. Je fais partie du comité de soutien à Fariba et je pense que c'est important d'avoir une pensée envers elle et son courage, et c'est l'exemple qu'elle représente. Et il s'agit bien sûr d'être touché par ce destin dramatique, mais aussi révolté, et se souvenir que l'État, on parle de l'État, le transnationalisme, c'est une réflexion à rebours sur l'État, mais enfin l'État demeure aussi dans ses versions et dans ses fonctions les plus répressives. Et ne l'oublions pas. Voilà, donc ma présentation va être très inductive. Je vais vous parler un tout petit peu d'un jeune anthropologue, il y a environ 25 ans, et je dis toujours en anglais 25 years ago and 25 kilos ago. Donc effectivement, je pars au Pakistan au milieu des années 90. J'ai une formation anthropologique assez classique. Sur les bancs d'école, on lisait encore beaucoup, et je trouve que c'était une formation extraordinaire. Lévi-Strauss, on réfléchissait sur son analyse des mythes et sur la parenté. Et tout d'un coup, il y a eu le tournant d'abord postmoderne avec Clifford Geertz et d'autres auteurs qu'on a commencé à lire, mais que j'ai commencé à lire à la fin de ma formation d'étudiant. Et ensuite, bien sûr, au milieu des années 90, lorsque je pars sur le terrain pakistano-afghan et iranien, la publication des ouvrages et des travaux de Glick Schiller et de ses collaboratrices. Parlons aussi de George Marcus et sa multi-sited ethnography. Donc c'est vrai que quand je pars sur le terrain, je suis imbibé par ces auteurs. Et après avoir en quelque sorte été formé dans une anthropologie française très classique, une fascination, peut-être un peu naïve d'ailleurs, pour ce qui venait d'outre-Atlantique. Mais au-delà de la fascination naïve et de cette espèce de j'ai peut-être cédé aussi à la facilité d'une certaine façon, mais j'arrive en terrain afghan. Et donc, au fond, je suis d'abord un spécialiste non des migrations, mais des réfugiés. Et ce que j'ai fait, c'est, au fond, j'ai pris l'approche transnationale et je l'ai implantée dans un cadre qui était un peu différent, celui des déplacements forcés. Ce qui n'était pas évident. Parce que ce qui caractérise, en tout cas dans les définitions du droit international, le réfugié par rapport aux migrants économiques,
c'est un déficit d'agency, un déficit de capacité d'action. Or, comme d'ailleurs Nancy Green l'a écrit abondamment, le transnationalisme, le regard transnational, c'est d'abord aussi une volonté de montrer que les migrants, quels qu'ils soient, ont une capacité à développer des stratégies. Et c'était vraiment ce qui m'a animé au début. Je suis en milieu de réfugiés afghans. Rappelons-nous au milieu des années 90, les Afghans forment la première communauté ou la première population de réfugiés au monde. 40% des réfugiés qui tombent sous le mandat du HCR, qui n'inclut pas, précisons-le, les Palestiniens, qui ont leur propre agence onusienne. Mais enfin, en 1990-92, vous avez plus de 6 millions de réfugiés afghans. C'est une grosse population. Et encore aujourd'hui, les Afghans sont la deuxième communauté de réfugiés au monde, après les Syriens. Mais ils ont été la première jusqu'en 2011-2012. Donc pendant des décennies, les Afghans ont constitué le groupe de réfugiés le plus massif qui existe au monde. Donc vous voyez, quand je travaille sur les Afghans, je ne travaille pas sur un épiphénomène, je travaille sur une population que tous les acteurs humanitaires ont connue. Donc mon questionnement sur le modèle du réfugié, à travers mon regard transnational, est, je dirais, démographiquement massif. Vous regardez, je ne vais pas vous la lire, vous la savez certainement plus ou moins par cœur, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, on voit bien qu'elle est complètement imbibée par le cadre national. Pour être reconnu comme réfugié, il faut avoir traversé une frontière internationale. On ne peut pas être réfugié dans son pays d'origine ou de citoyenneté, sinon on est un IDP, donc une personne déplacée de l'intérieur, avec moins de droits. Et on voit aussi que les solutions au problème des réfugiés, que le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, mon voisin à Genève, doit promouvoir, est toujours trouvée, les solutions sont trouvées lorsque les gens cessent de bouger. Donc on voit bien que la mobilité des réfugiés est considérée comme problématique. Les trois solutions que le HCR doit essayer de promouvoir, c'est la première, la solution idéale, c'est le rapatriement dans le pays d'origine. Donc, en quelque sorte, l'exil a été une parenthèse dans une vie, une parenthèse douloureuse. Et l'idée, c'est de retourner d'où vous venez et de recommencer une vie un peu similaire. La deuxième solution, c'est l'intégration dans le pays de premier accueil. Par exemple, pour les Afghans, ça pourrait être devenir un Pakistanais, devenir des Iraniens. Donc, encore une fois, on reste où on a été et on devient membre de cette société où on a été. La troisième solution, c'est la réinstallation dans un pays tiers, par exemple le Canada, avec toujours l'idée qu'un Afghan, à la fin, deviendra un Canadien. Donc on voit bien que malgré tout, le modèle du réfugié et les textes et les actions qui sont censés découler de la Convention et de son protocole restent très imbibés de ce cadre de l'État-nation. Or moi, jeune anthropologue qui commence d'abord au Pakistan, puis ensuite va en Afghanistan et en Iran, ce que je découvre, c'est qu'au fond, la première communauté de réfugiés au monde, le premier groupe, ce n'est pas une communauté, le premier groupe de réfugiés au monde est constitué par des gens qui sont constamment en situation de mobilité. En Afghanistan, vous n'allez jamais trouver, au milieu des années 90, un Afghan qui n'a jamais quitté son pays au moins une fois dans les 20 ans ou les 25 années précédentes. Au Pakistan ou en Iran, vous n'allez jamais trouver un Afghan qui a pris refuge et n'est pas retourné au moins une fois en Afghanistan. Donc on est face à une population, je parle de 6 millions de réfugiés, pas de 200 000 réfugiés, hautement mobiles. Et donc c'était vraiment cette volonté, d'abord je dirais presque une volonté politique et morale, de montrer la capacité d'action, l'agency de ces réfugiés. Et leur capacité d'action, c'est-à-dire leur capacité, malgré l'horreur de leur situation, que je ne veux surtout pas minimiser, leur capacité à trouver des réponses à la situation. Et les réponses à la situation, je les décrirais en deux termes. Tout d'abord, effectivement, une mobilité continue, mais aussi une dispersion des unités domestiques. C'est-à-dire les membres d'une unité domestique sont mobiles, mais ils le sont différemment. Donc non seulement on va diversifier les endroits où on se trouve, mais on va diversifier le type de mobilité entre frères et sœurs. Alors c'est vraiment cette volonté de mettre en évidence ces stratégies qui m'a conduit du cadre d'études des réfugiés vers le regard transnational.
Je ne vais pas revenir sur ce que la manière dont Glick-Schiller et les autres auteurs dont on a déjà parlé ont défini le transnational, mais c'était l'idée, comme l'a dit Michel Agier, d'être membre de plusieurs sociétés à la fois. C'est très important. Et effectivement, de faire sens de cette diversification. Le fait d'être mobile et d'être membre de plusieurs unités sociales à la fois fait système. Alors voilà. Une autre source d'information, disons d'inspiration pour moi totalement différente, assez surprenante, c'est ce qu'on appelle parfois le New Economics of Migration, en particulier un auteur qui s'appelle Oded Stark. Alors j'ai lu très peu, hein, j'ai lu 2-3 articles de lui, juste pour avoir... Mais c'est assez intéressant parce qu'il dit, en tant qu'économiste, le but dans un cadre migratoire n'est pas de maximiser vos bénéfices comme individu, mais c'est comme groupe domestique de minimiser les risques, en dispersant, en quelque sorte, les dangers. Et donc ça m'a vraiment ouvert les yeux, et j'ai vu à quel point les Afghans, de façon explicite, diversifiaient non seulement les lieux de destination de leur mobilité, mais aussi, de façon, je dirais, très parallèle et cohérente, leurs affiliations politiques, leurs activités professionnelles. Par exemple, 3 frères qui sont dans une vallée, qui me disent explicitement... Nous avions 3 factions, nous avons décidé d'aller chacun dans une différente faction. Dans tous les cas, nous aurons un frère dans la famille qui va être dans le camp des gagnants et dont la fonction sera de protéger les 2 autres. Ou bien quelqu'un qui est... J'étais un jour dans la province du Logar, qui est au sud de Kaboul, sud-ouest de Kaboul, qui était tenu, on peut le dire, par les talibans. Et j'étais avec un ami, enfin son cousin arrive de Kaboul, son cousin qui travaillait pour l'ambassade américaine et qui était un go-between entre les talibans et les Américains. Il me disait, voilà, à Kaboul, j'ai un fusil américain et quand j'arrive dans mon village au Logar, je me mets dans la poche un Makarov 9 mm soviétique. Donc même l'arme qu'il portait était en quelque sorte le symbole de son passage d'un monde politique à l'autre, au vu au su des talibans et des Américains, qui avaient certainement besoin de gens comme ça, qui étaient malgré tout des ponts et des possibilités de discussion informelles. Donc on voit que cette diversification spatiale, politique, économique, sociale, est une stratégie explicite, et même parmi une population considérée comme réfugiée. Donc, au fond, dans l'ouvrage Guerre et migration, j'ai voulu insister sur cette mobilité, mais j'ai voulu aussi insister dans Guerre et migration. J'évalue cette littérature, Glick-Schiller et autres, de façon très ambivalente. D'un côté, elle m'inspire énormément. De l'autre côté, elle m'agace aussi. Je crois que c'est assez clair parce que, comme l'a dit Nancy Green, ils exagèrent à la fois la nouveauté de leur regard en caricaturant souvent le passé de leur discipline, en dépeignant un monde structuralo-fonctionnaliste qui n'a jamais été aussi borné que ça. Lisons Kroeber, grand anthropologue des années 30, 40, 50, et on voit à quel point il était conscient. Il a un article extraordinaire sur la Global Ecumene, l'Eurasie, où il montre toutes les circulations 50 ans avant le postmodernisme et le transnationalisme. Donc effectivement, une simplification qui va jusqu'à la caricature du passé de leur propre discipline, et une simplification qui va jusqu'à la caricature, je dirais, des mouvements sociaux qui ont précédé. Enfin, moi-même, je suis d'une famille migrante sur plusieurs générations, avec des circulations constantes. Pas besoin d'avoir passé beaucoup de temps avec mon grand-père, que je n'ai d'ailleurs pas connu, ou les générations précédentes de ma famille, pour savoir que les réalités transnationales ne sont pas nées dans les années 70 ou 80, disons. Donc, effectivement, la fascination, mais aussi assez vite un peu d'agacement. Mais enfin, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était cette double action. Je dois aussi mentionner, c'est très important pour moi, la migration afghane est très profondément genrée. Donc c'est d'abord les hommes qui migrent, ce qui ne veut pas dire que les personnes qui ne migrent pas ne sont pas aussi partie prenante et actrices et acteurs de la migration. Par exemple, un exemple très simple, un jour je suis au fin fond des montagnes afghanes et je vois une femme labourée. C'est quelque chose qui est considéré profondément honteux pour elle et pour sa famille. Normalement.
Et je m'interroge, j'exprime ma surprise. Et l'Afghan avec qui je me baladais me dit « Ah, la pauvre ». Donc il y avait une aversion pratiquement du système de valeurs, en disant probablement son mari et son frère sont soit en Iran, soit ont été tués. Elle est contrainte d'assumer une tâche qui est normalement masculine. Et quelque chose qui serait normalement une honte absolue était devenu ici source de fierté et d'honneur, reconnu comme tel. Donc on voit que l'absence des hommes à la guerre ou en migration conduit aussi et ouvre paradoxalement des nouveaux espaces sociaux aux femmes. Donc on voit je dirais des devenirs et des trajectoires assez surprenantes. Je voudrais peut-être conclure, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais parce que Camille nous posait la question sur les implications méthodologiques. Alors j'aurais peut-être 1 minute à parler là-dessus. Donc effectivement, j'ai suivi les déplacements des Afghans dans les années 90. Donc je me suis rendu dans le village d'origine. J'ai travaillé avec les populations chiites Hazara du centre de l'Afghanistan. Donc j'étais dans cette région qui s'appelle le Hazarajat. Ensuite, j'ai suivi, je suis parti du Pakistan, mais je suivais, si vous voulez, les Hazaras au Pakistan. Ils se concentraient surtout dans une ville, Quetta, la capitale du Baloutchistan. Et ensuite, comme ce sont des chiites, la migration massive, surtout d'hommes sans famille, vers l'Iran, où j'ai passé beaucoup de temps à Téhéran. Donc 3 lieux. Alors j'insiste, même si j'étais inspiré par le transnationalisme, je n'ai jamais voulu oublier l'étude ethnographique des endroits et des lieux dans leur organisation sociale différentielle. Et ensuite, j'ai complété cette ethnographie de 3 lieux avec un grand souci pour les fêtes de parenté, par exemple, très classique. Là, je me souvenais Lévi-Strauss, si vous voulez, l'apprentissage de la langue, et par 3 flux. Je déteste le terme de flux, mais disons par 3 types de circulation transnationale. Rien de très surprenant, les personnes, les biens et l'argent. Je me suis beaucoup intéressé au système Hawala, c'est-à-dire le système de transfert de fonds informel, et la circulation de l'information. Qui a épousé qui, les situations de sécurité, les débouchés migratoires, etc. Donc, et je n'ai pas voulu poser la question pourquoi. Je pense que les anthropologues doivent éviter les questions pourquoi, qui sont des questions finalement métaphysiques et souvent assez agressives sur le terrain. Pourquoi fais-tu ça? Les gens sentent le besoin de se justifier. Demandez plutôt pourquoi, plutôt que pourquoi, comment. Donc j'ai demandé 3 comment. Comment les gens se déplacent et franchissent des frontières nationales, mais aussi, pas seulement des frontières, mais aussi des zones de combat, d'insécurité extrême, en particulier les chiites Hazaras qui devaient traverser des zones tenues par des groupes sunnites pashtuns qui leur étaient hostiles. Comment est-ce qu'on négocie ce passage? C'est très, très important. On pouvait cartographier les formes de solidarité. Comment les personnes ensuite envoient de l'argent à un Afghan qui n'a pas de papier en Iran? Comment est-ce qu'il fait pour envoyer ses économies à sa famille dans un camp de réfugiés au Pakistan ou dans le village en Afghanistan? Et finalement, effectivement, comment les gens communiquent et restent en contact, malgré l'absence à l'époque de téléphone, de système postal, etc., etc. Voilà, je pense que je vais m'arrêter. De toute façon, on va enchaîner tout de suite sur la question des limites du transnationalisme. Et donc, j'aimerais bien vous entendre tous les deux, en fait, peut-être d'abord Alessandro et ensuite Nancy, sur les impensés, les ambivalences. Nancy, tu cites Rogers Brubaker dans le livre en disant, voilà, le transnationalisme, on ne sait jamais si c'est between ou si c'est beyond. Qu'est-ce que c'est, au fond, que ce transnationalisme? Et finalement, c'est aussi ce qui marque son succès, c'est son caractère un peu passe-partout et très englobant et aussi sur la façon, alors là c'est une question plus spécifiquement pour Alessandro, sur la façon dont aujourd'hui réfléchir aux limites du transnationalisme et réfléchir aussi aux limites de l'État-nation, en fait, nous permet de penser la situation en Afghanistan aujourd'hui et dans les 20-30 dernières années. Bon, tout d'abord, là, je dois effectivement me référer aux travaux de Nancy Green, qui exprime aussi ses pensées sur le ton triomphaliste, parfois, de certains auteurs transnationalistes, qui finit par effectivement agacer, parfois,
Et c'est vrai que ce que j'apprécie malgré tout dans cette littérature, c'est la mise à distance de ce que peut-être des gens comme Hansen et Seputat ont parlé de la centralité ontologique de l'État. Donc ça, c'est ça qui m'a inspiré énormément. La valorisation des initiatives sociales du terrain, enfin des petits, hein, la critique du nationalisme méthodologique, etc. Tout ça a été déjà dit. C'est quelque chose que je trouve très valable et c'est ça qui m'a inspiré. Cela dit, c'est vrai, on a peut-être tendance à aplatir un peu les réalités sociales. La notion même de réseau transnational, de réseau social, est très plate. Et dans le dernier ouvrage, Homo itinerans, j'ai surtout voulu justement réinstaller au cœur du débat migratoire, la question des inégalités et la question du pouvoir. Et donc, au fond, dans Homo itinerans, j'ai deux arguments principaux. Le premier, c'est qu'effectivement, l'Afghanistan est une arène transnationale qui s'organise et qui s'articule autour de questions de pouvoir. Et je distingue 4 grands réseaux transnationaux. Les réseaux migratoires, avec le système Hawala et la circulation des personnes et des transferts de fonds. Les réseaux humanitaires, qui font circuler effectivement des experts et des chercheurs, qui offrent des projets, mais surtout des emplois et des formations à la population nationale. Ensuite, vous avez les réseaux armés, quand même, les dizaines en tout cas de milliers de soldats étrangers, mais aussi les dizaines de milliers de combattants, à la fois du côté du gouvernement, les soldats américains, français, italiens, comme les combattants français, britanniques, yéménites qui ont pu s'opposer au gouvernement. Ensuite, vous avez finalement les réseaux, je dirais, économiques, commerciaux, qui, dans le cas de l'Afghanistan, incluent bien sûr le trafic de drogue, puisque vous savez que plus de 90% de l'héroïne mondiale est d'origine afghane. Donc ça, c'est quand même l'éléphant dans la salle, comme on dirait en anglais. C'est quand même la première économie de l'Afghanistan. Et on en parle assez peu aussi aujourd'hui. Et souvent, quand on en parle, c'est pour accuser les talibans de ce trafic, au déni de toutes les, disons, données empiriques que l'on peut récolter. Le trafic de drogue, la production de drogue et le trafic de drogue est certainement quelque chose qui a uni dans une activité conjointe les différents partis au conflit. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Donc, c'était ces 4 réseaux qui sont des circulations transnationales d'un certain type, qui toutes fournissent des ressources et en fournissant des ressources, permettent de produire du pouvoir. Donc, j'ai essayé d'analyser l'Afghanistan comme une scène globale transnationale. Donc, au fond, pour comprendre ce qui se passe en Afghanistan, il faut passer du temps à New York. Comme peut-être que pour comprendre ce qui se passe au HCR à Genève, il faut passer du temps à Kaboul, pour dire ça comme ça. L'autre thèse, qui à mon avis aujourd'hui s'est malheureusement avérée particulièrement perspicace, je m'excuse de me lancer des fleurs, mais c'était que la situation afghane illustrait un échec d'une pensée hégémonique. C'est-à-dire que l'effort de reconstruction de 20 ans, quand même 20 années de reconstruction, 2 trillions de dollars dépensés par le Trésor américain. Trillion, ça veut dire 2 et 12 zéros. C'est des millions de millions, c'est gigantesque comme somme, même pour le budget américain. Donc le Trésor américain a en 20 ans dépensé, en Afghanistan seulement, sans compter le théâtre pakistanais, syrien, il faut pratiquement tripler cette somme, 2 trillions de dollars. Et tout ça a été balayé en l'espace de quelques semaines. Donc c'est quand même le signe que le modèle d'État et de société qui a été promu en 20 ans a échoué. Et donc ça, c'était mes 2 thèses, si vous voulez, principales. Au fond, l'Afghanistan est une arène transnationale globale qui nous permet de comprendre la manière dont le monde est gouverné. Et deuxièmement, c'est que peut-être que le monde n'est pas très bien gouverné. Et ce qui se passe aujourd'hui, à mon sens, va nous accompagner très longuement. Je pense qu'en termes en tout cas, de révélation des mécanismes et des relations et des équilibres internationaux, ce qui se passe en Afghanistan est, à mes yeux, aujourd'hui, plus important que le 11 septembre 2001. Je pense que ça va nous accompagner très longuement, ce qui est en train de se passer. Et c'est pas tellement... je me souviens de la discussion de Wallerstein sur la Révolution française.
Hein, comme marxiste, il dit la Révolution française n'est pas une cause, elle est un indicateur de changements structuraux qui avaient déjà eu lieu. Alors je pense exactement ça de ce qui se passe en Afghanistan. Je ne pense pas que l'Afghanistan et le retrait américain, un peu, disons, à la hâtive, soit une cause de quelque chose, mais elle révèle certainement des changements très profonds qui se sont déjà opérés, peut-être, et que je n'ai pas encore complètement, je dirais, métabolisé moi-même. Et en particulier même dans le cadre de, je dirais, plus strictement migratoire. Une autre chose que je voudrais dire, alors vraiment en m'appuyant sur mon ethnographie, c'est à quel point, loin des célébrations transnationales, de la circulation libre, à quel point les destins des Afghans que je rencontre, que ce soit à Paris, j'ai mangé hier avec un ami que je connais depuis très longtemps, qui est arrivé en France en juillet, après avoir travaillé pendant des années à l'ambassade française, qui est un des personnes qui a été évacuée par la France assez tôt, parce que l'ambassade française avait anticipé ce qui allait se passer. Bon, c'est très douloureux quand même. Ces parcours transnationaux, tels que je les documente parmi les Afghans, il y a de la solitude sociale, il y a de la souffrance, et il n'y a pas que du triomphe, il n'y a pas que de la libération. C'est très compliqué, disons. Et je voudrais juste peut-être vous raconter le destin de sa sœur, la sœur de cet ami, que je ne cite pas, je vais être très discret, mais sa sœur est au Royaume-Uni. Elle a un fils qui est né là-bas, qui est citoyen britannique. Elle a un permis, une résidence stable, et elle s'est trouvée à Kaboul pour aller voir ses parents après plusieurs années. Elle est bloquée à Kaboul. Donc elle, pour la première fois, et ça c'est la première fois que ça arrive vraiment dans le cas de l'Afghanistan, pourrait sans autre rentrer au Royaume-Uni. Elle a un permis de résidence. Elle ne peut pas sortir d'Afghanistan aujourd'hui. Logistiquement, incapable de sortir d'Afghanistan. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit dans les parcours migratoires afghans. Et c'est une situation extrêmement courante. Ce n'est pas du tout un cas isolé. Je pourrais vous multiplier les exemples de ce genre-là. Souvent, les Afghans que j'ai rencontrés dans mes parcours de transnationaux de chercheurs ont opté hors des réseaux transnationaux. Par exemple, j'ai connu dans le passé, dans les années 90, au Pakistan, un intellectuel Hazara qui faisait des recherches historiques et qui était sur le Tampas, cargo norvégien, qui en août 2001 avait sauvé 400 personnes entre l'Indonésie et l'Australie, et dont il était le porte-parole. Il a fini en Nouvelle-Zélande, et j'arrive en Nouvelle-Zélande, nous sommes en 2006, et je savais que ce monsieur était en Nouvelle-Zélande. Et j'ai commencé à dire, ah, vous savez, je le connais, est-ce que vous pouvez me dire où il se trouve? Et tout le monde me disait, non, je ne sais pas, je ne connais pas ce mec, non, jamais entendu. Qui? Non. Et je savais qu'il était là. Alors j'ai changé d'attitude et j'ai dit, ah, vous savez, je l'ai connu il y a 10 ans, très très bien au Pakistan. Ça, c'est mon numéro de téléphone. Si par hasard, vous entendez parler de lui ou vous le croisez, dites-lui de m'appeler. Le lendemain, il m'a appelé. Et on s'est vus. Et il m'a raconté un peu son existence. Il vivait avec son beau-frère, sa femme, son beau-frère et leurs enfants, une famille de 12, si vous voulez. Et il m'a dit, surtout, tu ne dis à personne que tu m'as vu. Si tu retournes à Quetta et tu rencontres mon père, tu ne parles pas de moi. De temps en temps, j'essaie de faire mon maximum pour lui envoyer un peu d'argent, mais lui, il ne comprend pas qu'on est à 12. Lui enseignait l'anglais aux requérants d'asile. Son beau-frère était chauffeur de taxi. Donc, il tirait le diable par la queue. Et lui a décidé, en fait, de se retirer des réseaux transnationaux parce qu'ils étaient trop coûteux pour lui, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un exemple très clair. Si j'ai le temps, je voudrais vous lire un échange sur Facebook que j'ai identifié grâce à ma collègue Khadija Abbasi, qu'on a traduit en anglais et en français, et qui illustre cette, je dirais, ambivalence et ambiguïté de la vie transnationale. Alors, je réfléchis beaucoup avec Khadija sur la notion de awara, qui est une notion qu'on traduirait peut-être par vagabond, errant. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est le terme que les jeunes Afghans qui sont sur les réseaux sociaux utilisent pour se définir eux-mêmes. Une errance sans finalité. Donc, une Zari, une jeune Afghane qui vient de déposer une demande d'asile en Allemagne, écrit sur sa page Facebook. Elle se définit en utilisant les termes de hawaragi, vagabondage,
et de errance, et Awara, vagabond. Awaragi, cela signifie d'être né à Téhéran, d'avoir été renvoyé à Kaboul et de me retrouver à Berlin. Mais nulle part, tu ne vis ta vie. Cette petite phrase déclenche de nombreuses réactions, sans fin. Shafika, à peine arrivé en Australie, écrit « Demeure une itinérante, Awara. Il y a la mort dans l'immobilité. » C'est une phrase quand même qui est très très forte. Il y a la mort dans l'immobilité. Zari, je me sens triste lorsque je pense au fait d'être une Awara. Shafika, l'errance est dans le sang de notre génération. Imagine seulement, en 3 décennies, nous avons fait l'expérience des malheurs de 3 siècles. Durant ces 3 décennies, 3 générations sont devenues errantes et la 4e génération en prend le chemin. Nous sommes sans foyer, en suspension, sans identité. Suraya, qui réside aux États-Unis, intervient. Cher Zari, il n'y a pas de vie au-delà de ça. C'est la vie, notre vie. Zari, notre vie, une errance sans fin. Hashmat apporte sa contribution de façon versifiée. Nous devons emporter notre identité sous le bras lorsque nous partons, car les murs de notre foyer sont putrides et nous errons dans les rues qui ne nous accueilleront pas chaleureusement. Les rues de Paris, par exemple. Zari, ces rues qui ne nous accueillent pas chaleureusement et ces murs putrides qui ne portent pas notre identité. Hashmat, ces murs putrides se sont écroulés. Des milliers parmi les personnes disparues et les morts vont sortir de terre. Mounira, je suis né à Kaboul, j'ai demandé l'asile à Hambourg, mais cela n'a été que le début de mon histoire. Je suis jeté ensuite en Norvège et j'ai dû tout recommencer. Je suis jeté en Angleterre et j'ai dû tout recommencer. Je suis jeté en Écosse et j'ai dû tout recommencer. Et peut-être serai-je bientôt jeté en un autre endroit. Peut-être que la vie n'est que cela, un déracinement sans fin. Sadiq, nous sommes une génération errante. Shafika, une génération errante, constamment entre 2 déplacements. Même si nous n'étions plus jetés d'un pays à l'autre, le simple fait que notre esprit est déraciné suffira à nous interdire de rester en un lieu, même dans le pays qui nous a accordé l'asile. Il y a la mort dans l'immobilité. Donc vous voyez l'ambivalence du discours. D'un côté, un cri de souffrance déchirant, c'est déchirant. Et on parle de gens qui ont une capacité, à mon avis, expressive absolument remarquable, un sens poétique très, très spontané, très authentique, qui, moi, en tout cas, me fait, chaque fois que je lis ce texte, des frissons. Et en même temps, il y a la mort dans l'immobilité. Donc l'immobilité est à la fois une souffrance absolue, et en même temps, malgré tout, une opportunité, une ouverture de possibilités et de libération, mais qui est extrêmement douloureuse. Donc, je réfléchis un peu maintenant à cette notion de Awara, dans cette, je dirais, ces 2 dimensions, douleur et, je dirais, ouverture. Bon, peut-être que je pourrais continuer, mais voilà. Alors, je voudrais parler aussi un tout petit peu de la complexité des relations que les jeunes Afghans, parce que parmi les Afghans qui viennent en Europe, vous avez vraiment non seulement une surreprésentation des hommes, mais une surreprésentation des mineurs non accompagnés. Et toutes les personnes qui travaillent avec des requérants d'asile, que ce soit en Grèce, en Norvège ou en France, vous diront que, effectivement, les jeunes Afghans, enfin, les Afghans sont surreprésentés parmi les mineurs non accompagnés en Europe. Et c'est souvent des Hazaras, pas toujours, mais souvent des Hazaras qui viennent d'Iran, qui n'ont aucune perspective en Iran et qui donc sont pratiquement envoyés par leur famille tenter leur chance en Occident. Et d'un côté, c'est une situation extrêmement pesante, encore une fois. Il y a cette dimension d'une libération d'un carcan familial qui peut être assez pesant, d'une société iranienne qui ne les intègre pas, qui les empêche d'arriver à une éducation supérieure. Donc il y a cette idée, cet appel du large quand même, c'est évident. Il y a cet appel du large où on est dans une situation où on doit en même temps démontrer sa valeur masculine. On est dans la construction de la masculinité. Ces jeunes ont l'invraisemblable défi de montrer qu'ils sont hommes et de devenir adultes en même temps, en l'absence de leur famille. C'est monstrueux, j'ai des enfants adolescents. L'adolescence, c'est déjà assez épicé, disons, quand vous êtes dans une famille relativement stable. Mais imaginez-vous de passer de l'enfance à l'âge adulte
dans des situations comme ça, avec des attentes sociales aussi pesantes. C'est monstrueux. C'est littéralement monstrueux. J'ai un immense, si vous voulez, appel affectueux envers ces jeunes qui me parlent souvent de ça et qui me disent à quel point, par exemple, l'usage des médias sociaux, de Facebook, etc., est stressant pour eux. Parce que c'est une mise en scène de soi où on doit révéler et cacher en même temps. On doit se mettre en scène comme quelqu'un qui réussit, mais pas trop. Parce que si vous réussissez vraiment, il faudra envoyer de l'argent. Donc on est toujours sur un discours qui est de l'ordre de la projection de soi, où on doit à la fois se positionner face à sa famille en Iran, en Afghanistan ou au Pakistan, et face à ses pairs en Grèce ou en France. On est toujours dans une espèce de projection et de mise en scène qui est extrêmement stressant. Et la transparence de Facebook et d'autres réseaux sociaux, en fait, loin d'être un capital social qu'ils arrivent à mobiliser, est aussi, de façon inhérente, une source vraiment de stress moral. Et c'est quelque chose de très marqué. Et on sait qu'effectivement, les relations des jeunes Afghans et des moins jeunes Afghans en Europe, il y a de la solidarité, il n'y a aucun doute. Mais il y a aussi énormément de jalousie, de compétition et de non-dit. Toujours avoir peur que révéler quelque chose, c'est quelque chose qui pourra se retourner contre soi. Et avec cette idée toujours, si je dis que tout va bien, les gens, encore une fois, vont avoir des exigences envers moi. Si je dis que tout va mal, ils vont penser que je mens et que tout va bien, mais que je ne veux pas me montrer généreux envers ma famille. Donc c'est quelque chose, il y a une grande solitude morale des jeunes Afghans que je rencontre depuis quelque temps maintenant aux quatre coins de l'Europe, à la fois envers leur famille, restés en arrière, et leurs pères en situation migratoire. Merci beaucoup, Alessandro, de nous avoir fait approcher justement ces tensions-là et cette complexité, en fait, entre l'aspect douloureux, cette tension douloureuse, disons, entre mobilité et errance. Alors, tu as évoqué la question des masculinités et justement, à propos, toujours pour revenir sur la question des limites du transnationalisme, en particulier des limites de l'agency, j'aurais bien aimé entendre Nancy sur cette question justement, pas seulement du genre d'ailleurs, mais de la stratification sociale en migration en général et la façon dont finalement, voilà, l'étude des élites transnationales, telle que tu l'amènes, nous mène aussi à toucher du doigt ces limites fortes du transnationalisme. Et je renvoie encore une fois au livre de Nancy parce qu'il y a des passages absolument extraordinaires sur ces personnes justement de la bourgeoisie ou de l'aristocratie américaine qui se retrouvent en France et dont les histoires sont incroyablement compliquées et parfois malheureuses. Donc on t'écoute. Mais c'est vrai, c'est difficile d'en parler de ces élites aisées et leurs problèmes après entendre les échanges sur Facebook de l'actualité afghane. Et puis je me souviens un colloque une fois, Laurent Fabius, qui a dû suivre un discours assez enflammé de Christiane Taubira. Fabius, il a pris la parole, il a dit « dur de suivre ça ». Mais oui, j'avais pensé d'abord de parler quand on pense aux limites du transnational, je pense que la première chose dont on parle, et que c'est tout à fait à propos pour le département de Palestine, c'est l'État. Et que donc cette question d'agentivité est aussi mise en confrontation finalement avec beaucoup d'embûches de l'État, des États, des contrôles, et que si on admire ce qui arrive à déjouer de tous les règlements et toutes les contraintes, on ne doit pas oublier les contraintes. Et un peu, c'était un peu ce qui m'avait amené vers cette idée de limite du transnational, c'est que on oublie. Il y a eu aussi, donc je reviens peut-être à l'historiographie ou à la littérature scientifique, il y a eu non seulement un retour vers le sujet, mais aussi un retour, le retour
l'État, dont on a beaucoup parlé chez les historiens, était en réaction contre une histoire sociale qui parlait que des groupes, et aussi des individus, etc. Donc il y a des moments où on parle plus ou moins en histoire. Il y a des histoires, des historiens plus... les historiens diplomatiques, enfin, ou font des relations internationales. Il y a ceux qui font et qui ont beaucoup fait, donc l'histoire sociale, qui a été un grand moment de retournement vis-à-vis de l'histoire événementielle. Donc il y a différentes tendances historiographiques pour les historiens, mais aussi, comme a été rappelé tout à l'heure aussi, chez les anthropologues, des géographes. Il y a donc ces tendances. Et donc, on doit aussi reconnaître ou être réflexif sur le moment où nous sommes dans nos disciplines et que dans nos réflexions. Donc, le transnationalisme, d'une certaine manière, avait évacué l'État, ou avait évacué les contraintes étatiques, d'une certaine manière. Okay. Donc il y aura mais vu par les historiens peut-être. Et alors il y avait comme a été évoqué, et quelqu'un que je cite aussi souvent, Kaplan, dans un article dans le American Historical Review qui travaille sur l'empire et l'impérialisme, il était un peu dépité sur le fait que, en fait, ceux qui parlent de transnational sont plutôt, c'est la liberté, que la connotation du terme est plutôt vers des formes de liberté, que ceux qui travaillent sur l'impérialisme, les nouveaux travaux sur l'impérialisme, c'est beaucoup plus des contraintes et c'est plus pessimiste que ceux qui travaillent sur le transnational. Un peu dans ce sens, donc moi d'autres facteurs peut-être qui m'ont stimulé dans une réflexion sur les limites du transnational était aussi le fait, encore une fois, qu'il y a des tournants intellectuels, des tournants dans nos disciplines qui font qu'à chaque fois, on va marquer le coup et on va peut-être exagérer. Je pense que Glick-Schiller et compagnie ont depuis aussi fait un peu marche arrière en reconnaissant que ce n'était pas si entièrement nouveau que ça, mais qui au moment, et je pense qu'elles étaient très programmatiques dans même la politique de publication, parce qu'il y a eu un colloque en fin des années 80 et puis le début du 90, donc 92, un livre collectif, puis après des articles dans différentes revues, ont fait que on mettait l'accent sur cela, et ce que je reproche parfois à ces tendances intellectuelles changeantes, c'est qu'on oublie les apports, si on ne les caricature pas, on oublie les apports précédents, d'une part, et on néglige les bémols. Donc, vous avez apporté des bémols très importants dans l'exemple que vous venez de donner. Donc, je pense que ça, c'est des questions épistémologiques sur lesquelles on doit aussi réfléchir. Il me semble qu'il y a ces deux failles dans les énoncés de nouveautés, de concepts, d'oublier les apports précédents et de négliger les bémols. Mais je dirais, donc, pour les limitations d'une transnationale, c'est clair que 2001, et on verra, mais je pense qu'il y a aussi un très bon point que ce qu'on vit aujourd'hui va encore renforcer ça d'une autre manière, que 2001, donc un événement, a quand même changé nos façons de voyager, a changé donc même nos perceptions de ce que c'est de la mobilité, et ça peut-être mis la fin de cette parenthèse d'un discours que l'État-nation allait disparaître. Donc on le voit et que tout le monde, toutes les disciplines le reconnaissent, la resurgence des murs, des formes de clôture, des difficultés pour la mobilité, des frontières, mais des murs. On pensait après la fin du mur de Berlin que c'était fini des murs, et puis il y a eu l'expo au musée de l'immigration sur les frontières. On voyait que des cartes avec des murs partout, on le sait, et on continue à en bâtir. C'est assez effarant. En tant qu'historienne, je plaide aussi quand même pour revenir vers le passé, de voir qu'il y a toujours eu à la fois des formes de transnationalisme, il y a
toujours eu des formes de limites. Les limites les plus connues et sans doute les plus étudiées étaient les politiques d'immigration. Ça, on le connaît et on a pu étudier toutes ces politiques depuis le 19e, surtout fin 19e, début 20e siècle, où on voit les pays de grande immigration, les États-Unis, qui vont se fermer, avoir des quotas qui vont limiter l'immigration européenne dans l'entre-deux-guerres. La France, ça serait plus tard. Mais il y a des moments où les grands pays d'immigration vont se fermer. Et donc, c'est les politiques d'immigration qu'on a beaucoup étudiées. Mais ça a toujours existé. Et ça a été peut-être une des premières limites aux mobilités, en même temps que les gens continuaient à trouver des moyens de traverser des frontières aussi. On peut poser aussi cette question de est-ce qu'il y a différentes limites selon la classe sociale? Et je pense que la notion de transnational, quand ça a pris un certain élan, les exemples donnés par Glick-Schiller, on peut aussi demander si c'était une vision particulièrement américaine, ce qu'elles ont fait. Mais ça, c'est un autre débat. Mais que c'est une vision à la fois vue par un pays d'immigration, donc elles ont construit une notion de transnational en voyant les allers-retours des immigrés aux États-Unis vis-à-vis de leur circulation et connexion avec leur pays d'origine. Mais on a ensuite, il me semble, eu beaucoup d'exemples et dans un premier temps, le transnationalisme était aussi lié à cette possibilité des élites, les travaux de Ewa Hong montrant combien d'avoir plusieurs passeports, que c'est lié à cette élite néolibérale économique qui a porté la globalisation économique depuis les années 80. Donc il y avait un véritable lien avec cette figure. Depuis, on a utilisé le terme pour beaucoup d'autres cas et évidemment pour toutes les classes sociales, mais je pense qu'on devrait mieux voir dans quelle manière il y a des limites différentes selon les classes sociales, des possibilités différentes selon les classes sociales. Et c'était un peu ce que j'ai fait en regardant encore une fois dans le passé, des Américains aisés qui n'étaient pas le seul objet du livre, mais qui montrent comment, même si eux, ils ont des problèmes pour être des transnationales sans problème, pour moi, c'est une façon d'interroger une classe sociale, montrer les difficultés qu'ils ont pu avoir, les réseaux, même pour eux, qui ne marchent pas toujours, donc aussi la mise en avant des réseaux comme forme ce qui aide à pouvoir activer le transnationalisme, ça ne marche pas toujours. Et cette réflexion, je pense, doit avoir une deuxième réflexion sur les différences des classes sociales, les possibilités des gens avec plus ou moins de moyens de bouger, de partir et de faire des circulations et des voyages. On oublie en fait aussi, je reviens toujours à l'histoire, les allers-retours qui se passaient au 19e siècle, même quand il fallait prendre un bateau d'1 mois pour traverser l'Atlantique. Quand les bateaux à vapeur ont remplacé la voile et que ce n'était qu'une semaine ou 10 jours, les gens trouvaient que c'était une rapidité inouïe. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours et de connexions qu'encore une fois, on avait oublié d'étudier ou qu'on n'avait pas vu auparavant. Je voudrais aussi ajouter revenir sur la question des limites politiques qui sont des deux côtés. C'est pas seulement les pays d'immigration, mais c'est aussi des pays d'émigration. Alors, quand vous parlez du cas de l'Afghanistan, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et qu'on n'a pas étudié, on n'a pas suivi tant les migrations afghanes auparavant, on a avec presque l'impression, avec la perspective des talibans au pouvoir, que les frontières vont être fermées. C'est pour ça que tout le monde voulait partir et on a les images qu'on a vues. Mais on peut se rappeler que les problèmes du départ étaient caricaturés et caractérisés par l'Union soviétique et la Chine à des moments donnés où les gens ne pouvaient pas partir. Donc la politique d'émigration était une limite absolue de l'immigration. Mais
on peut aussi revoir l'histoire des pays d'émigration, les pays de départ, depuis le 19e siècle, le 20e siècle, où on voit d'autres formes d'empêchement, de difficultés, de contraintes, qui aussi, à des niveaux différents, qui ont fait obstacle aussi au transnational. Et c'est ce qu'on a, encore une fois, dans l'ouvrage collectif avec Waldinger, on a eu des collègues qui ont travaillé sur différents pays et qui ont pu montrer que le transnationalisme n'a jamais, a toujours existé, n'a jamais été lisse, et ça dépend aussi des possibilités à la fois d'entrée, mais aussi de départ. Et ces départs peuvent être pas des barrières, des murs ou des empêchements absolu, comme pour certains régimes autoritaires. Mais ça pouvait être les problèmes de propriété, les problèmes d'impôts, les problèmes de services militaires, des raisons pour lesquelles les gens devaient, quand même, s'ils allaient être des agents libres et de mobilité, ils devaient faire beaucoup déjà au 19e siècle pour essayer de sortir des situations qui pouvaient les empêcher ou embêter pour les départs. Donc, j'aime bien simplement qu'on n'oublie pas les frictions, les entraves, les frottements qui ont existé autant que le transnational, la mobilité transnationale a existé. On peut donc poser la question de classe et on peut poser la question de genre. Est-ce que c'est plus facile à bouger et garder les connexions pour les hommes et pour les femmes? À quel moment, historiquement, on peut voir que ça peut changer? Ce qui était l'émigration des hommes pour travailler dans les usines au 19e et 20e siècle sont remplacés aujourd'hui par les femmes qui travaillent dans le travail du care. Donc il y a des moments économico-historiques aussi, où les possibilités de bouger, les possibilités de migration sont liées aux gens, sont genrées, on peut dire. Donc, est-ce qu'on peut parler de transnationalisme genré? Cette construction de l'homme d'affaires qui a plusieurs passeports doit effectivement être nuancée par beaucoup d'autres cas de figure, notamment celle que toi tu as étudiée. Donc, est-ce qu'il y a un focus, c'est ça un peu ma question de base. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on s'est engouffré dans peut-être une héroïsation d'un certain type de figure, un certain type de mobilité, mettant en accent l'agentivité, que j'entends bien, mais ces agentivités sont nécessaires parce qu'il y a des contraintes. Et je pense qu'on ne doit pas oublier les contraintes, on ne doit pas oublier l'État qui reste malgré tout très fort, même s'il privatise certaines fonctions. Il y a, et merci aussi de l'avoir rappelé, les déçus du transnationalisme, comme il y a toujours eu. Il y a une grande littérature sur l'exil, les difficultés de l'exil, et que ces difficultés, ce n'est pas que c'est la seule histoire, mais je pense qu'on a eu un peu tendance ces derniers temps de les oublier, et je pense qu'il faut les réintégrer, que l'accent sur le transnational est intéressant et important, mais on ne doit pas oublier que ça existait avant. S'il y a d'autres formes, il y a des empêchements, il y a aussi des difficultés qu'on ne doit pas oublier. Merci Nancy. Alors vous avez été absolument parfait parce que en fait vous êtes en avance. Donc ça laisse le temps pour un dernier moment d'échange en fait sur la question disciplinaire. Donc je vais poser une question peut-être de géographe, mais je trouve que la façon dont vous dialoguez à travers vos interventions ce matin montre bien comment ces approches et leurs critiques aussi ont permis aussi des interrogations transdisciplinaires. Et en fait, la façon dont en fait on s'empare aussi à travers ces interrogations sur le transnational de travaux d'autres champs d'études. Alors la question, enfin c'est presque une curiosité. Bon, j'en aurais plusieurs, mais
une question pourrait être qu'est-ce que finalement, comment dans vos propres disciplines vous situez le transnational et le transnationalisme par rapport à d'autres champs de recherche? Je pense pour Alessandro à l'anthropologie globale, l'anthropologie multisituée, et pour Nancy peut-être à la micro-histoire, puisque tu pars quand même de trajectoires individuelles dans ton ouvrage, à l'histoire globale, à l'histoire mondiale ou connectée. Et puis, une autre question, ce serait, peut-être pour terminer cet échange, si aujourd'hui, enfin, moi j'aime bien dire qu'en fait, on a dépassé le transnationalisme, parce que même si on regarde, j'ai fait une petite étude par mots-clés des revues sur les migrations, et dans les années 90, on utilisait beaucoup le terme de transnationalisme. Aujourd'hui, on utilise le terme transnational, mais on a dépassé en fait cette idée de transnationalisme un peu. Donc, on pourrait dire que finalement, les approches transnationales peuvent survivre au transnationalisme. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais bon. Et en tout cas, donc, what's next? Qu'est-ce qui arrive? Donc, effectivement, le paradigme de la frontière est très fort aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il ne faut pas parler de paradigme, tu as raison. Hein, des fois, on voit des tournants partout, on a la tête qui tourne à force de voir des tournants. Mais enfin, en tout cas, voilà, ce retour de l'État, ce retour de la frontière, ou d'autres choses, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous arrive, et comment, pour Alessandro, effectivement, la situation actuelle nous amène à réfléchir à ça aussi, quoi. Comment aborder les choses. Voilà. Pardon. Alessandro. J'aurais volontiers cédé la parole à Nancy. Au fond, j'ai pas du tout parlé. La deuxième question, c'était aussi un tout petit peu analyser le moment afghan aujourd'hui et l'enseignement pour notre compréhension du monde. Je vais peut-être y retourner. Michel Agier, mais aussi Nancy Green, disaient à quel point, effectivement, les théories en sciences sociales doivent aussi être placées dans des moments historiques particuliers. Et il est très clair que le transnationalisme comme approche, avec tous ces niveaux qui ont été discutés, est un fils de la post-guerre froide. Hein, c'est parfaitement concomitant avec la chute de l'Union soviétique, 91, le colloque le précède légèrement, la publication de l'ouvrage c'est 92, la publication du grand article c'est 95, on est pile poil dedans. Avec cette utopie dont parlait Michel Agier, d'un monde sans frontières, la fin de l'histoire, etc., etc. Aujourd'hui, on a la gueule de bois. Aujourd'hui, on est dans un monde post-guerre froide, très clairement. Avec un retour de l'État, à la fois l'État qui a démontré sa capacité de résilience, parfois peu souriante quand même, mais parfois souriante aussi, il faut qu'elle le laisse. Moi, je suis un crypto-anarchiste, donc j'ai de la peine de dire des choses bonnes de l'État, mais enfin, l'État nous donne quand même beaucoup de bonnes choses. L'école, est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas convaincu, mais enfin, faisons semblant d'y croire. À un certain moment, l'éducation, oui, c'est très bien. Ne me poussez pas là-dessus, parce que comme père, je vais peut-être vous dire des choses déplaisantes. Mais enfin, l'État fournit aussi de nombreuses choses à ses citoyens et à ses non-citoyens. Mais il y a aussi un retour de l'État dans les, je dirais, les travaux des chercheurs en sciences sociales. On pourrait quand même parler je sais que ça va se faire plus tard dans la matinée, des mesures anti-Covid. Alors en ce moment, j'ai un projet de recherche sur la frontière entre l'Italie et l'ex-Yougoslavie. La Slovénie, une région que je connais bien pour plein de raisons que vous pouvez imaginer. Donc là, vous voyez quand même un poids de l'État italien, qui est un État peu souriant, hein, l'État italien. Je voudrais insister là-dessus comme citoyen italien, qui a commis des choses assez atroces dans cette province frontalière, qui a fait souffrir les gens dans leur quotidien. Mais ce qui était marqué l'année dernière, c'est la spectaculaire reterritorialisation nationale et la facilité avec laquelle ces deux États, la Slovénie et l'Italie, ont fermé la frontière. Avec des blocs de ciment, hein, vraiment, qu'on a documenté. Je travaille avec un ami qui est anthropologue visuel. C'était très choquant. Et c'était très choquant surtout pour la minorité slovénophone
italienne qui s'est sentie trahie par la Slovénie, enfermée dehors en quelque sorte, après avoir espéré justement une ouverture à la chute de la Yougoslavie. Et c'est donc, on voit dans le vécu des gens, dans leurs fibres, cette souffrance d'une réinstallation de la frontière et d'une je dirais, affirmation de l'État. Vous allez en reparler après. Là, je crois vraiment, malgré tout, que Giorgio Agamben, qui a pris la parole l'année dernière, au printemps 2020, qui a été honni, traîné dans la boue en Italie pour ses prises de parole sur la pandémie, à mon sens, il a absolument raison, à peu près sur tout. Sur la manière dont l'énoncé d'une crise, enfin, vous connaissez toute l'archéologie de sa pensée, Carl Schmitt et d'autres, mais où l'énoncé d'une crise, répéter la crise des migrations, la crise du terrorisme, maintenant la crise de la pandémie, nous habitue à une suspension quand même de certains droits fondamentaux et à un état d'exception où l'État implémente des mesures qui sont liberticides quand même. Et à quel point une certaine liberté sociale se fait aux dépens la quête de la sécurité se fait aux dépens d'une certaine liberté. Et donc là, on voit qu'on est dans un moment de retour de l'État et de l'État dans ses fonctions peu souriantes quand même. Pour moi, c'est quelque chose d'assez frappant. Donc on est dans une situation de post-utopie, de post-guerre froide. Et ce qui se passe en Afghanistan, à mon sens, l'illustre. Parce qu'au fond, je décrivais ces 4 réseaux transnationaux qui cristallisent des questions de pouvoir, la circulation des combattants, des experts, des migrants en Afghanistan. Aujourd'hui, le retour des talibans, les talibans, c'est un mouvement nationaliste. Les talibans ne sont pas des djihadistes. Il faut vraiment insister là-dessus. Ils ont pu, dans le passé, s'allier à Al-Qaïda, qui sont des djihadistes, donc des transnationaux, pour dire ça comme ça. Les talibans ne le sont pas. Ils ont toujours mis d'abord la lutte nationale, la libération nationale. La question, c'est est-ce qu'ils vont s'allier à nouveau avec des transnationaux? Quand ils l'ont fait, ils se sont suicidés politiquement. On a l'impression qu'ils ont beaucoup mûri au niveau politique. Mais ce qui est intéressant dans les discours, moi je passe beaucoup de temps sur YouTube à écouter les talibans. Par exemple, un des fils, Haqqani, bon, peu importe, qui a quand même passé quelques années de sa vie à Guantanamo, qui donne un discours très fluide, post-colonial, sur ce qui se passe en Afghanistan. Ce qui est intéressant pour moi, les talibans posent la question du pluralisme politique au niveau international. Ils disent, nous reconnaissons le système international et voulons être reconnus par le système international. Mais par contre, nous prétendons avoir le droit d'organiser le système politique afghan selon nos normes et nos valeurs. Et c'est-à-dire en dehors du cadre démocratique, avec un autre type de valeurs supérieures, etc. Vous devez reconnaître ceci. Donc il pose vraiment la question du pluralisme politique au niveau international, et c'est quelque chose qui, à mon sens, doit être reconnu. Par contre, il la nie totalement à l'interne. Il y a une négation absolue du pluralisme domestique. Il n'y a qu'une seule manière d'être afghan, c'est la nôtre. Les gens qui sont afghans, pas comme nous, c'est parce qu'on leur a implanté des préjudices, parce que la communauté internationale, les ONG, les organisations internationales, les ont employés et ont implanté des idées préjudiciables dans leur cerveau qu'il est de notre devoir d'éradiquer. Il le dit, hein. Bon, l'éradication des pensées fausses, ça peut prendre des formes terrifiantes. Donc, mais ce que je trouve intéressant, c'est j'allais dire schizophrénie, c'est trop dire, mais cette ambivalence sur la question pluraliste parmi les talibans, que l'on doit comprendre. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Et les talibans réaffirment au fond la prééminence de l'État, même si eux parlent d'émirat. Ils refusent le terme État, mais en fait, ils se pensent très État. Je ne suis pas sûr qu'ils aient les capacités logistiques de gouverner, et je ne suis pas sûr qu'on va leur donner les moyens de gouverner, puisqu'on a sorti une partie de la population compétente du pays, puisqu'on a gelé les avoirs de l'État afghan à l'étranger. Donc quand vous n'avez pas de ressources financières et pas de ressources humaines, c'est difficile de gouverner. Et là, on aura
une promesse qui s'auto-révèle. On dira, on a vu les talibans, ils sont pas capables. Mais bon, personne ne serait capable de gouverner avec les moyens qu'ils ont à disposition. Hein. Là, on est en train de condamner la population afghane à une crise économique et il faut quand même se questionner sur les implications humanitaires de ce que la communauté internationale est en train de faire aujourd'hui. Mais enfin, pour moi, d'une certaine façon, assez paradoxal, le retour des talibans, c'est le retour de l'État et de la nation. Par rapport à un gouvernement précédent, dont le budget était à 90% fourni par l'étranger. Donc, pensons en termes de souveraineté quand même. La souveraineté d'un État et la légitimité d'un État, au niveau international comme au niveau national, doit beaucoup au système de taxation. On prend pour redonner, on prend pour redistribuer. L'État afghan, dans ces 20 années qui ont précédé, a été incapable de faire ça, a été incapable de redistribuer à sa population, ne s'est pas rendu visible auprès de la population, et tout son budget, en fait, venait de l'étranger. Pourquoi l'armée afghane est tombée? Parce que l'État afghan n'avait absolument pas les capacités financières d'avoir une telle armée. Une armée, c'est quand même en quelque sorte l'expression dans un système démocratique de la nation. Elle doit défendre la nation. L'armée afghane ne devait pas défendre la nation, elle devait défendre le gouvernement contre la nation. En tout cas, contre une partie de la nation, avec des fonds étrangers. On est en plein délire. On est en plein délire. En termes de comment est-ce qu'on construit la souveraineté et la légitimité d'un État, ce qui s'est passé en 20 ans, c'est une grosse absurdité. Et on s'étonne que ça a été complètement balayé. Mais ça, il faut vraiment y réfléchir. Et je pense que la situation afghane, pour un anthropologue comme moi, me pose la question, effectivement, de la légitimité politique, mais aussi de sa reconnaissance sociale. Et pour des politologues que je ne suis pas, des rééquilibrages globaux, parce que je pense qu'on est en train de basculer en ce moment. Le Pakistan, qui est comme un gros morceau, va certainement s'éloigner des États-Unis progressivement et s'aligner sur la Chine. Il y aura un axe, en gros, Pékin, Kaboul, Islamabad, contre l'Inde d'abord. La position de l'Iran peut être questionnée. Donc on est face à des basculements épocaux, hein, vraiment, au niveau des alliances politiques internationales. Ça, c'est pas mon domaine. Mais mon domaine, c'est vraiment cette réaffirmation, en fait, d'une prééminence du cadre national, que les talibans, paradoxalement, me semblent poser aux sciences sociales et à tous les États avoisinants. Ensuite, il y a quand même cette campagne d'évacuation qui a été menée, qui me laisse très perplexe, que je n'ai pas encore réussi à métaboliser d'un point de vue conceptuel. En 2 semaines, quand même, 120 000 personnes ont été évacuées de l'aéroport de Kaboul, alors que les frontières terrestres étaient fermées. Donc, Nancy parlait des questions de classe sociale. Là, devant nos yeux, sans que personne n'en a parlé, nous sommes face à des inégalités sociales extrêmes. Ce qui s'est passé, c'est une illustration, c'est une incarnation des inégalités au sein de la population afghane. D'une façon choquante. Ceux qui ont mérité, et c'était vraiment, retournons vers la littérature à la Agamben, qui a décidé de qui pouvait être sauvé et de qui n'était pas sauvable. Déjà, sur les 120 000, un quart probablement n'était pas afghan. On l'oublie, ça. C'était quand même des milliers de Français, des milliers d'Américains et de Britanniques, etc., etc. Ensuite, encore une fois, qui s'occupe des pauvres paysans chiites du centre de l'Afghanistan? Qui va les protéger quand demain les talibans iront dans leur village? Alors que les frontières terrestres avec le Pakistan et l'Iran sont fermées. Donc, à mon sens, le retour de l'État dans les sciences sociales doit se faire de façon urgente, tout en conservant les acquis du transnationalisme, d'un décentrement quand même ontologique. C'est-à-dire reconnaître ce que Foucault avait déjà dit depuis très très longtemps, bien sûr, que l'État n'est pas la seule source de pouvoir, évidemment, et ne doit pas être ontologiquement privilégié. Et à mon sens, il faut vraiment reposer les questions des inégalités et des classes sociales.
Souvent, je trouve que les discours sur et là vous allez m'haïr, mais sur l'ethnicité, mais aussi sur le genre, c'est une manière de botter en touche la question des classes sociales. Et même la réification de la femme afghane comme une figure a quelque chose d'un peu, je trouve, malséant, parce qu'il y a 1000 manières d'être femme afghane. Et dans bien des cas, les femmes en Afghanistan sont d'abord victimes de la violence généralisée, de la guerre, et non des hommes afghans. Et je vous conseillerais, il y a 2 semaines ou il y a 10 jours, un article excellent dans le New Yorker d'une journaliste indienne qui va à Kandahar et qui montre la répression américaine dans les campagnes afghanes. Et dont les Américains ont tué beaucoup plus de femmes afghanes que les talibans. Vous savez, il y a eu 2500 soldats américains qui sont morts, il y a eu 70 000 insurgés qui ont été tués pendant ces années-là, avec des bombardements massifs parfois de mariage. Donc c'est des questions qui méritent d'être posées et qui doivent aussi nous permettre de décentrer quand même notre regard sur les femmes en Afghanistan, selon, je m'excuse de me référer à des classiques, parce que je pense qu'aujourd'hui on doit justement relire aussi les théoriciens postcoloniaux, subaltern studies, etc., mais Spivak qui parlait du syndrome de l'homme blanc qui veut sauver la femme brune de l'homme brun, en oubliant que son action coloniale, ici répressive, disons, fait plus de victimes parmi les femmes brunes que les hommes bruns. Donc toutes ces questions, à mon avis, doivent être reprises aujourd'hui. Vous allez m'haïr, mais je pense que les questions de pouvoir, les questions de genre et d'ethnicité doivent être alliées ou conciliées avec des questions de classe sociale. Et il faut s'interroger vraiment sur les inégalités globales et nationales. Et c'est vraiment ce que l'Afghanistan aujourd'hui m'enseigne. Et j'espère que l'Afghanistan a une contribution théorique à apporter aux sciences sociales de façon transversale. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, il nous reste 5-10 minutes, donc je laisse le mot de la fin à Nancy. Voilà. Non, mais c'est difficile. Mais je crois que personne ne va te haïr, bien au contraire. Parce que... J'aime être haï, ça me motive. Non, ça serait difficile. Donc, c'est difficile de conclure, enfin, pas de conclure, mais de suivre. Post-guerre froide, ça veut dire qu'on revient à la guerre froide. Aux États-Unis, on ne parle que de la Russie et la Chine comme des nouveaux ennemis, enfin des ennemis économiques, entre autres. Mais donc, peut-être la seule façon de faire un tout petit lien avec ce qui précède, c'est de penser aux frontières et aux murs, et peut-être de le penser en termes de nos disciplines. Donc, je vais revenir à un peu des choses sur les sciences sociales, parce que ce qui me frappe aussi parfois, c'est qu'on a des différences disciplinaires, ce qui est très bien. Et en même temps, on se cite différemment aussi. Donc, pour l'antériorité des concepts, parfois, donc, si on cite Glickschiller en 95, donc, je pense que c'était plutôt en 92, mais donc c'est pour dire que donc tous ceux il y a eu beaucoup d'écrits autour de ce moment-là. Mais ce qui était intéressant, c'est de se référer à l'article dans la revue d'anthropologie que moi j'avais pas lu, parce que j'avais lu ce que j'ai vu à travers la sociologie et l'histoire américaine. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi comment on trouve des choses, ils sont révélés à différents moments dans différents supports, en fait. Et le nationalisme méthodologique, alors, il y avait aussi un article de Wimmer et Glickschiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu... Donc, enfin, ce qui me frappe, c'est la façon dont
en fait, on capte des choses à différents moments et puis on en parle. Une collègue, plus généralement, Dana Gabach, qui travaille sur l'histoire des migrations, l'histoire des femmes dans l'immigration, mais l'histoire de migration en général. Elle a dit dans un colloque aussi qu'elle notait que les historiens citaient beaucoup des sociologues et des anthropologues, un peu moins des géographes qui existent moins comme discipline aux États-Unis, j'en suis désolée, peut-être un peu moins des politistes aussi. On cite pas mal des sociologues et des anthropologues, mais eux, elle a dit, ils ne le citent beaucoup moins. Donc il y a mais c'est simplement pour dire que nous venons de différentes façons d'étudier, des différentes façons de poser des questions. L'importance de la littérature anglo-saxonne américaine, enfin le terme anglo-saxon ne me convient jamais, mais anglais et américaine et anglaise. Comme disait une chercheuse de l'Amérique latine, elle a dit mais on ne nous écoute pas. Donc il y a une littérature sur les femmes migrantes, par exemple, en Amérique latine, et donc il y a des moments où il n'y a pas des dialogues, même entre disciplines. Enfin, il y a des citations, etc. Mais je pense que simplement on peut réfléchir sur la façon dont certains termes et donc le transnationalisme a pris un élan à un moment donné à partir des chercheurs, des anthropologues. Et je pense parfois à Tarius, par exemple, qui a vraiment également travaillé sur ce sujet dès 1992. Enfin, on devrait plus, on le cite. Mais donc, il y a des différentes formes de citation. Mais les disciplines, je reviendrai simplement à l'idée que les disciplines apportent des choses différentes. Je pense que si les anthropologues en particulier ont mis l'accent sur une nouveauté, moi j'appelle les disciplines de l'anthropologie et de la sociologie, ce sont des disciplines du nouveau, c'est normal. Ce sont des disciplines qui étudient l'actualité et donc qui vont trouver des choses qui vont dire sont nouvelles. Les historiens, on regarde le passé et parfois on dit ouais mais on l'a déjà vu, etc. C'est peut-être lassant pour les autres disciplines, mais ça crée peut-être ces distanciations disciplinaires de manière générale. C'est juste une réflexion un peu. J'ajouterais que parfois je mets ma bibliographie en ordre chronologique. C'est-à-dire, si je fais une colonne pour la date de publication, et puis évidemment, il y a l'ordre alphabétique, mais parfois l'ordre chronologique est intéressant pour voir l'évolution des pensées, la pensée postcoloniale, des moments où il y a eu des livres importants. Donc, mais pour tout sujet, c'est parfois amusant de faire, et on a parfois un petit peu des surprises. Oui. C'est plutôt des parenthèses. Je finirai par ce qui est difficile. Donc ça, c'est pour réfléchir à ce qu'il y a des mini-barrières entre disciplines, qu'il faut qu'on fasse l'effort de faire du transdisciplinaire. On l'appelle toujours, on ne le fait pas toujours quand même. Mais là où il y a le contraire, et c'est une espèce d'élision, je ne sais pas si on peut dire, une espèce de utilisation d'un langage sans question disciplinaire, et ça c'est le global, le mondial, le transnational, parfois le comparatif, le connecté. Depuis, je crois qu'on a commencé en 2005, on a fait un séminaire à l'école des hautes études avec Yves Cohen, Kapil Raj, Michael Werner et puis Cecilia Dercol. Donc, on avait une antiquisante qui s'est jointe à nous. Et c'était sur les historiographies, histoire et historiographie au pluriel transnationales. Pendant toutes ces années, même en discutant avec mes collègues éminents et amis, des distinctions entre global, mondial, transnational, etc. Je suis convaincue, et chaque chercheur va dire, oui, c'est ceci, connecté, c'est mieux que cela. Circulation, c'est le meilleur terme, etc. Donc, j'aime beaucoup mes collègues. Mais il est vrai que pendant 10 ans, on a fait le séminaire et que c'était, en fait, comme c'était collectif, c'était nous, beaucoup, qui discutaient entre nous et avec des étudiants. Tout le monde a son terme favori. Et donc, entre global, mondial, déjà, les deux options, global and world, c'est difficile parfois de faire des distinctions vraiment hyper nettes. Et moi, en tant que chercheur, mais aussi en tant que locuteur,
traductrice en 2 langues, ce qui est peu par rapport à beaucoup de gens sans doute dans la salle. Je compte pas le yiddish que je ne parle pas et que je lis à peu près. Mais que entre le français et l'anglais déjà, entre les différentes terminologies qui sont choisies par les collègues, l'histoire croisée, c'était difficile à traduire d'ailleurs en anglais, ce que je pense les désolés à la fin. Souvent, les termes sont utilisés de manière à englober dans une phrase. Donc, en transnational, migration, parfois. Donc, nous, en tant que chercheurs, on essaie de préciser nos termes. Et donc, tous les doctorants, vous savez, dans le début de la thèse, il faut quand même dire quels termes on utilise et pourquoi. Mais je note qu'il y a des glissements. Et donc, je ne suis pas du tout... et je ne plaide pour aucune chapelle, en fait. Et d'ailleurs, même Akira Irie, qui aux États-Unis a beaucoup fait pour l'histoire transnationale, il a aussi un livre qui s'appelle Global and Transnational History, ou quelque chose comme ça. Donc, on utilise les termes ensemble. Après, à nuancer, pourquoi pas, c'est toujours important, mais tout le monde n'est pas absolument d'accord sur les nuances pour chaque terme, donc moi, je laisse ça un peu... Sans oublier, pardon, le terme, et que ça, c'était un étudiant palestinien qui me l'a dit à un moment donné, et le terme international. Après avoir fait tout un discours sur le transnationalisme, il a dit, oui, mais qu'est-ce qui est arrivé avec... où est passé l'international? Il y a eu le premier, le deuxième, le troisième, etc. Mais comme concept politique, mais aussi comme activité et activité internationale, on peut aussi penser, parfois il y a le terme transnational qui pourrait être, je pense, remplacé par international. Les relations internationales ont des choses à dire là-dessus, mais voilà, bon. Merci Nancy, merci à tous les deux. Et donc nous allons poursuivre la discussion